Génial. Donc, merci beaucoup, David, pour l'introduction. Merci également, André, pour tes gentils mots. Et merci à toute l'équipe du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec pour l'invitation. Donc, comme André l'a mentionné, j'étais venu faire une présentation il y a pratiquement 2 ans, jour pour jour. Et puis, je vous avais présenté la vision que j'avais pour notre projet carbone, pour le marché réglementé du carbone. Et puis aujourd'hui, je viens vous présenter les résultats du projet de démonstration qu'on a fait à l'été 2024 dans le cadre de ce projet-là. Et puis, je viens vous expliquer également en détail les défis qu'on a rencontrés dans la réalisation de ce projet-là et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et comme David l'a mentionné tout récemment, je vais également vous présenter en primeur la nouvelle application web qui va être disponible gratuitement à tous les propriétaires forestiers du Québec à compter du printemps 2026. Donc, restez des notes jusqu'à la fin parce que c'est dans la dernière demi-heure de ma présentation que je vais présenter cette application-là en primeur. Donc, je vais vous présenter mon entreprise dans un premier temps, vous montrer que il y a 2 ans, on était seulement 2 employés. Aujourd'hui, Foraire, eh bien, on est rendu une organisation de plus de 6 employés. Et notre mission chez Foraire, eh bien, elle est simple, c'est de maximiser le potentiel écologique et économique des forêts privées. Et on a un plan d'action pour y arriver. D'une part, on développe et on fait la promotion d'initiatives, comme par exemple le projet Carbone Amiral que je vais vous présenter ce soir. Et dans un deuxième temps, on développe également des technologies qui permettent autant aux propriétaires forestiers qu'aux intervenants du secteur forestier d'être plus efficaces dans leur manière de faire la gestion de leur boisé. Donc, notre équipe, je le mentionnais, on est 6, on est 3 ingénieurs forestiers pour l'instant. On a également fait l'acquisition d'un talent en développement web au cours de la dernière année. Et puis, on a également un technicien d'expérience en géomatique qui nous accompagne dans le développement de nos technologies. Ensemble, on cumule plus de 50 ans d'expérience en foresterie et en développement web. Je tiens également à reconnaître l'appui de nos partenaires. Donc, on compte notamment la Fédération des producteurs forestiers du Québec comme partenaire dans dans la réalisation de notre mandat et de notre mission. Mais on compte également sur l'appui de plusieurs autres organisations, notamment le CERFO, l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce, également l'ACET, qui est un accélérateur basé à Sherbrooke. Donc, merci à tous ceux qui nous accompagnent et qui nous appuient dans la réalisation de notre projet. Donc, la première partie de la présentation ce soir, eh bien, c'est de venir vous présenter le projet Carbone Amiral, les résultats du projet qu'on a fait à l'été 2024 et quelles sont les prochaines étapes dans le cadre de ce projet-là. Il faut savoir que lorsque je suis venu présenter en novembre 2023, le contexte était grandement différent. Donc, d'une part, au sud de la frontière, on avait une administration de Joe Biden qui était pro-environnement et donc qui investissait des milliards de dollars dans tout ce qui touchait de près ou de loin à l'environnement ou au carbone. De notre côté de la frontière, au Canada, on avait l'administration Trudeau qui, rappelez-vous, avait mis en place le programme 2 milliards d'arbres. Donc, on s'était doté d'une enveloppe de 3,2 milliards de dollars pour planter 2 milliards d'arbres à l'échelle du Canada. Et on avait également l'administration Trudeau qui préconisait la taxe carbone. Et donc, on entendait beaucoup parler de cette fameuse taxe carbone. 2 ans après, le contexte est bien différent. Donc, au sud de la frontière, vous le savez, on a un dénommé Donald Trump qui a coupé toutes les aides liées à l'environnement et au carbone. Et on a également ici au Canada Mark Carney qui a, au cours des derniers mois, aboli la taxe carbone, mais qui a également aboli, il y a 2 semaines, le fameux programme 2 milliards d'arbres instauré par Justin Trudeau. Ce qui fait que, il y a 2 ans, le mot carbone était à la mode et aujourd'hui, il ne l'est plus. Donc, gardez ça en tête parce que ce que je vais vous présenter ce soir et les défis que je vais vous présenter qu'on a rencontrés, eh bien, c'est à l'origine beaucoup de ce contexte politique-là qui a changé. Donc, petite mise en contexte par rapport au projet Carbone Amiral. Le projet qu'on a développé, qui se nomme Amiral, il est pour le marché réglementé du carbone au Québec. Ce marché-là, on l'appelle communément la bourse carbone québécoise.
Et son nom officiel, eh bien, c'est le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission, d'où l'acronyme SPED, S-P-E-D-E. La problématique sur ce marché-là actuellement, et je pense qu'on va tous convenir que c'est une problématique qui est grave, c'est qu'à chaque année, c'est plus de 90 millions de dollars qui quittent les poches d'entreprises québécoises et qui s'en vont dans les poches de propriétaires forestiers aux États-Unis. Et ça, à mes yeux, c'est un non-sens parce qu'on a aux États-Unis, oui, des beaux massifs forestiers, mais qui sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique, notamment les feux de forêt, que les forêts privées du Québec. Et au Québec, à ce jour, sur le marché réglementé du carbone, on n'a pas généré un seul crédit compensatoire permettant de recevoir des revenus et de distribuer ces revenus-là aux propriétaires forestiers. Donc, depuis 2013, on fait partie d'un marché avec la Californie. Et il n'y a pas un seul dollar qui a été reçu par un propriétaire forestier pour la délivrance de crédits compensatoires, alors que depuis 2013, aux États-Unis, ce sont des centaines de millions de dollars qui ont été reçus de la part des propriétaires forestiers. Donc ça, c'est la problématique. Et moi, il y a 4 ans, j'ai décidé de faire de cette problématique le fondement de l'entreprise que j'allais créer, qui est aujourd'hui Foraire. Toutefois, en décembre 2022, le ministère de l'Environnement du Québec a publié un règlement permettant à des promoteurs comme Foraire de développer des projets qui allaient permettre la délivrance de crédits compensatoires. Donc, avant décembre 2022, il n'y avait tout simplement pas d'outils pour nous permettre à nous, les promoteurs, d'aller chercher des crédits compensatoires pour les propriétaires forestiers. Mais depuis cette date, maintenant, c'est possible. Et dans ce fameux règlement, eh bien, le ministère de l'Environnement permettait d'obtenir des crédits compensatoires pour des plantations qui étaient réalisées sur des friches agricoles après le 31 décembre 1989. Donc, toutes les plantations réalisées sur des friches agricoles à compter du 1er janvier 1990 sont admissibles à la délivrance de crédits compensatoires. Et donc, ça représentait une belle opportunité pour un promoteur comme Foraire, et c'est sur cette opportunité-là qu'on a décidé de miser. Donc, notre parcours depuis que j'ai fondé Foraire en 2022, eh bien, en 2022, on a commencé à développer le projet carbone. En 2023, on a commencé à développer des technologies, parce que rapidement, on s'est rendu compte que si on suivait le règlement à la lettre, comme le ministère de l'Environnement souhaitait qu'on le fasse, eh bien, ça allait être très difficile d'être rentable. On s'est donc doté de plusieurs ressources ici à l'interne et à l'externe pour développer des technologies nous permettant de diminuer de manière significative le coût d'implantation, mais également le coût de suivi de notre projet. En 2023, au mois de novembre, eh bien, je suis venu faire ici une présentation là, au syndicat des propriétaires forestiers du Sud du Québec. Et ma présentation, pour les intéressés, est toujours disponible sur YouTube. Vous n'avez qu'à écrire dans la barre de recherche YouTube « Soirée conférence du jeudi 23 novembre 2023 » et vous allez être en mesure d'aller consulter cette présentation. Lors de cette présentation, j'avais pris le temps d'expliquer en détail quelles sont les différences entre le marché volontaire du carbone, le marché réglementé du carbone, quelles sont les spécifications du règlement publié par le ministère de l'Environnement. Donc, pour tous ceux qui veulent une belle mise en contexte là, du règlement du ministère de l'Environnement et bien comprendre comment il peut être utilisé pour un propriétaire forestier, je vous invite à aller consulter cette présentation-là. Ensuite, en 2024, eh bien, maintenant qu'on était prêt à mettre à l'essai nos technologies et également devenir le premier promoteur à faire des inventaires visant la délivrance de crédits compensatoires, eh bien, on a fait un projet de démonstration. On l'a fait dans 2 régions, soit l'Abitibi-Témiscamingue et le Bas-Saint-Laurent. Et on va voir un peu tout à l'heure l'étendue du travail réalisé. En 2025, donc cette année, qui s'achève bientôt, eh bien, on a connu une belle croissance. Donc, on a fini le travail terrain qu'on avait amorcé en 2024 et puis on a commencé la vérification de notre projet. Donc, une fois qu'un promoteur comme Foraire fait toutes les étapes qui sont nécessaires à la délivrance de crédits compensatoires, on doit se faire vérifier par une firme d'audit indépendante. Et donc, ce travail-là de vérification a débuté au printemps 2025 et il est toujours en cours en ce moment. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de délais.
Mais en 2025, on a également développé l'application Forer. Donc, on va le voir un peu plus tard dans la présentation. Et finalement, en 2026, eh bien, on va lancer l'application Forer et on devrait être en mesure de se faire délivrer les premiers crédits compensatoires. On est capable d'obtenir certains compromis de la part du ministère de l'Environnement. Donc, le projet de démonstration qu'on a réalisé à l'été 2024, je vous présente les principaux faits saillants. Donc, au total, ce sont 4 technologues qui, pendant une durée de 4 mois, ont parcouru des plantations au Bas-Saint-Laurent et en Abitibi-Témiscamingue. Au total, ce sont 77 propriétaires qui se sont enregistrés à notre projet de démonstration. On a fait des inventaires sur plus de 89 plantations qui couvrait un total de 472 hectares. Au total, c'est 1051 échantillons du sol, parce que lorsqu'on fait l'inventaire du carbone, oui, on mesure les arbres, la hauteur, leur diamètre, mais on doit également aller inventorier le sol. Et on a fait 159 placettes échantillons permanentes durant cet été-là. Donc, c'est un gros travail qui a été réalisé là, par mes collègues. Les résultats de ce travail-là. Eh bien, suite à la réalisation de notre projet de démonstration, nous avons été capables de produire tous les documents qui sont nécessaires pour se faire octroyer un total de 8 902 crédits, donc crédits compensatoires. De ce nombre de crédits-là, eh bien, il y a un 3 qui doit être versé au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, le 267 crédits que vous voyez à l'écran, eh bien, c'est des crédits qu'on doit verser au ministère et qu'on ne pourra pas vendre. Donc, au total, il nous a resté un total de 8 635 crédits qu'on espère pouvoir se faire délivrer au courant de l'année 2026. Actuellement, parce que le carbone n'est pas à la mode, le prix de vente des crédits compensatoires n'est pas très élevé. Donc, en ce moment, on est aux alentours de 20 le crédit. Et ça, c'est quand on négocie avec un acheteur. Si on ne négocie pas, puis on prend l'offre, la première offre qui se présente à nous, eh bien, le prix est encore plus bas. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on multiplie le nombre de crédits qu'on espère se faire délivrer par la somme de 20 par crédit, on arrive à des revenus bruts de l'ordre de 172 700 À cela, il faut retrancher des frais de courtage qu'on estime aux alentours de 8 600 et on doit également retirer les dépenses que ça nous en a coûté à nous, Forer, d'aller faire le travail terrain et de produire tous les documents qui sont nécessaires et qui sont demandés par le ministère de l'Environnement. Ces dépenses-là, ils se sont élevés à 329 350 pour notre projet de démonstration. Donc, en voyant cette figure-là, je pense qu'on réalise tous que le travail qui est demandé par le ministère de l'Environnement, il est beaucoup trop prohibitif. Donc, il coûte beaucoup trop cher pour ce qu'il permet de générer. Et juste pour vous donner un exemple, lorsque je vous dis que le travail est prohibitif, eh bien là, si vous êtes en mesure de me voir, je ne sais pas si David, tu peux me confirmer si le monde me voit. Moi, je vous vois, par contre, avec le partage de l'écran, c'est sûr que. Ah oui, c'est ça. Là, on vous voit en plus gros. Donc là, si vous me voyez, eh bien, vous allez voir sur mon écran que je vous présente en ce moment un document de notre projet Amiral. C'est un document qu'on doit produire et qui est requis pour obtenir des crédits. Et ça, c'est un des 5 documents qui doit être déposé au ministère de l'Environnement. On parle d'un document d'environ 150 pages et ça, c'est uniquement pour une plantation. Donc ça, c'est pour un propriétaire que ce document-là doit être produit. Et j'en ai un autre à côté, juste ici. Donc, un autre document qu'on a produit pour un seul propriétaire. Donc, il y a un gros travail qui doit être réalisé par moi et mon équipe. Ça coûte extrêmement cher et c'est la raison pourquoi les frais sont élevés. Vous avez, au niveau des dépenses, à droite, vous avez un graphique qui présente les principaux postes de dépenses. Donc, vous voyez que 57 de ces dépenses-là sont liées au salaire des employés. Donc, tant les technologues sur le terrain que mes employés ici, des ingénieurs forestiers à l'interne qui produisent la documentation. Il y a également un 14 qui est lié à la vérification externe. Donc, la fameuse firme d'audit externe, eh bien, elle a un coût là, qui est assez important.
Et finalement, l'analyse en laboratoire. Donc, les fameux échantillons du sol que nous sommes allés prendre à l'été 2024, chaque échantillon doit être analysé dans un laboratoire accrédité. Et le coût de l'analyse des échantillons, c'est un coût là, qui est très élevé. Donc, au final, si vous regardez la ligne totale, vous voyez que pour le projet de démonstration, lorsque je prends les revenus que j'espère obtenir au cours de l'année 2026 et que j'ai soustrait par nos dépenses et les frais de courtage, j'arrive avec un négatif aux alentours de 165 000 $. Et là, je n'ai même pas partagé les revenus avec les propriétaires qui ont participé au projet de démonstration. Donc, ce qu'on peut en déduire, les principaux constats, c'est d'une part, il n'y a aucune rentabilité qui est possible dans le cadre actuel, à moins que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, procède à des ajustements réglementaires. Donc, tant et aussi longtemps que le règlement qu'ils ont publié en décembre 2022 ne fait pas l'objet de modifications réglementaires assez significatives, ça ne sera pas possible pour aucun promoteur et aucun propriétaire forestier d'être rentable avec la mise en place d'un projet. Et ça, je me désole un peu parce que, je le répète, aux États-Unis, les propriétaires forestiers ont trouvé des moyens de générer des dizaines de millions de crédits compensatoires à chaque année. Et nous, au Québec, malgré tout le couvert forestier que l'on a, on n'a pas encore été capable de trouver un moyen qui nous soit rentable. Donc, si vous avez une chose à retenir de la présentation de ce soir, c'est ce constat-là. Pour faire suite à ce constat-là, bien, nous, Foraire, on a produit au cours des 3 derniers mois un mémoire très exhaustif, très détaillé, qui présente toutes les grandes lignes du projet de démonstration qu'on a fait, qu'on a débuté à l'été 2024 et qu'on a fini cette année. On a pris la peine de détailler toutes les dépenses, également les revenus, et de suggérer des modifications réglementaires que l'on souhaite que le ministère de l'Environnement adopte à son règlement. On est en ce moment en discussion avec le ministère de l'Environnement et puis je vais tenir au courant là, la Fédération des producteurs forestiers du Québec de l'avancement de ces discussions-là au fil des semaines. Un autre constat qu'on doit faire, c'est que le prix actuel des crédits compensatoires devra augmenter pour que l'initiative devienne financièrement viable. En 2022, lorsque je faisais mes projections sur l'accroissement du prix, j'avais prédit qu'en 2025, le coût d'un crédit compensatoire serait aux alentours de 28-30 $. Eh bien, en ce moment, en 2025, puis on finit l'année, il est aux alentours de 20 $. Donc, clairement, ma prédiction n'était pas bonne et la raison que ma prédiction ne s'est pas produite, eh bien, c'est pour l'explication, beaucoup lié à l'explication que je vous ai donnée en entrée de jeu, comme quoi le contexte politique est bien différent d'il y a 2 ans. Et aujourd'hui, l'environnement, le mot carbone, ça n'est tout simplement pas à la mode. Donc, les entreprises n'ont pas non plus cet appétit-là de faire l'acquisition de crédits carbone ou de crédits compensatoires comme ils l'avaient il y a 2 ans. Par contre, cela étant dit, bonne nouvelle, au cours des dernières semaines, on a vu une augmentation du prix de vente. On connaît zéro les raisons qui expliquent que le prix de vente a augmenté, mais on le sait que c'est arrivé. Et le dernier constat que l'on peut faire de notre projet de démonstration, c'est que les technologies que Foraire nous avons développées, eh bien, elles ont fait leurs preuves et elles sont prêtes à soutenir le déploiement de notre projet, du projet Amiral, à l'échelle du Québec. D'ailleurs, on a été en mesure de re-signer un projet de recherche et développement avec le CERFO pour nous permettre d'aller améliorer davantage nos technologies. Même si elles avaient déjà fait leurs preuves, on continue toujours à les améliorer pour les rendre les plus aptes possibles en vue d'un déploiement de notre projet là, à l'échelle du Québec, si jamais le ministère de l'Environnement décide d'apporter des modifications à son règlement. Donc, je viens d'en discuter de ces fameuses technologies-là. Quelles sont-elles? Je les avais présentées il y a 2 ans, mais j'en profite pour vous les représenter. Donc, on a développé une méthode pour faire des inventaires forestiers par drone plutôt que des inventaires forestiers traditionnels. Donc, l'un des postes de coût les plus importants lorsqu'on a fait le projet de démonstration, c'était d'envoyer du monde sur le terrain.
Ça coûte cher d'hébergement, ça coûte cher également de transport, ça coûte cher réaliser des placettes échantillons permanentes au coût là, de 350, 400, 450 la placette. Donc, ce sont des coûts qui sont assez importants. Et donc, on s'est affilié il y a maintenant 2 ans et demi avec le CERFO, qui est le Centre de recherche, d'enseignement et de recherche en foresterie basé à Sainte-Foy. Et puis, avec le CERFO, eh bien, on a développé un algorithme qui nous permet de survoler une plantation résineuse à l'aide d'un drone. Et le drone va faire l'acquisition de données LIDAR. Et on est capable de traiter ces données-là à l'aide d'un algorithme pour estimer précisément le volume de bois marchand qui est contenu dans la plantation résineuse. Donc ça, c'est très avantageux financièrement parce qu'au lieu d'envoyer une équipe de 2 techniciens forestiers sur le terrain, je peux envoyer un seul technicien qui va piloter le drone. Et le drone, au lieu d'y prendre 2h30, 3 heures pour faire une placette échantillon permanente, en l'espace d'environ 35 minutes, il va avoir survolé l'entièreté de la plantation. Donc, on ne fait pas un inventaire par échantillonnage, comme la méthode traditionnelle le recommande. Nous, on fait un inventaire par recensement. Donc, on recense l'ensemble des arbres qui composent la plantation. Et ça, on est confiant qu'on est capable d'avoir un volume qui est beaucoup plus représentatif de la réalité qu'un simple échantillonnage. Donc, ça coûte moins cher et en plus, c'est plus précis. Une autre application technologie qu'on a développée pour faciliter le déploiement de notre projet, eh bien, c'est l'application web Foraire. Je vais vous la montrer en primeur tout à l'heure, mais cette application web-là, elle permet à des milliers de propriétaires forestiers de s'inscrire directement à notre projet amiral en quelques clics, tout simplement là, en naviguant l'application. Donc, je n'ai pas besoin, moi, de faire des appels aux propriétaires pour les convaincre de se joindre au projet. Je les laisse vraiment venir à nous. S'ils ont des questions, ils peuvent poser les questions directement en ligne via l'application ou sinon prendre le téléphone et nous appeler. Mais sinon, s'ils n'ont pas de questions, ils peuvent tout simplement s'inscrire au projet amiral en quelques clics. Et finalement, la troisième technologie que nous avons développée, ce sont des outils d'automatisation. Donc, rappelez-vous, il y a quelques instants, je vous ai présenté les fameux rapports que l'on doit produire pour le ministère de l'Environnement. Ce sont des documents de plus de 100, 150 pages. Eh bien, on a développé des outils qui nous permettent de produire plusieurs milliers de ces documents-là en quelques secondes, en utilisant des grandes bases de données et du langage de programmation. Donc ça nous fait sauver un temps fou et ça nous permet de diminuer là, les coûts de développement de nos projets de manière assez significative. Donc la suite pour le projet carbone amiral, eh bien, première des choses, on va poursuivre les démarches que l'on fait en ce moment auprès du ministère de l'Environnement pour obtenir des ajustements réglementaires. Je le répète, sans modification au règlement, le projet amiral sur lequel je travaille depuis maintenant 3 ans ne pourra pas être poursuivi. C'est tout simplement impossible. Il n'y a pas de rentabilité financière dans le contexte actuel. Si jamais le ministère de l'Environnement apporte des ajustements, eh bien, la vérification de notre projet de démonstration qui est en cours va pouvoir se poursuivre et mener à la délivrance des premiers crédits compensatoires là, au cours de l'année 2026. Un autre jalon, eh bien, c'est le lancement de l'application web au printemps 2026. Donc, pour tous les propriétaires forestiers, vous allez dorénavant avoir un outil numérique qui est 100% gratuit et qui va vous permettre de faire une gestion simple et rapide de votre boisé. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir enregistrer votre boisé ou bien votre plantation au projet carbone amiral. Donc ça, si jamais vous n'entendez pas parler là, au mois de mars, avril, prenez-vous une note de relancer votre syndicat et puis le syndicat va pouvoir vous envoyer l'information là, concernant le lancement de cette application-là. Et ce qu'on va faire également, c'est on va continuer la recherche de financement pour accélérer le déploiement du projet carbone amiral. Parce que le projet carbone, pour tous les propriétaires qui sont admissibles, c'est un projet qui est super intéressant. C'est un projet qui est premièrement entièrement gratuit. Donc, le propriétaire forestier n'a pas $1 à mettre de sa poche pour s'enregistrer au projet. Il n'est pas lié non plus à aucune obligation ni limitation par rapport à la gestion de son territoire. Donc, il n'y a pas d'affaire de ne pas pouvoir couper sa forêt pendant 10 ans, 15 ans, 40 ans. Il n'y a rien de ça.
Le propriétaire peut s'enregistrer au projet amiral, c'est gratuit, c'est simple, et puis il n'a aucune obligation vis-à-vis nous, le promoteur, ou vis-à-vis quiconque par rapport à la gestion de son territoire. Par contre, pour avoir développé ce modèle d'affaires-là, nous, Foraire, bien entendu, on s'est mis dans une position où on devait avancer les fonds. Et puis, on le fait pour le projet de démonstration. Mais si on décide de déployer notre projet à l'échelle du Québec, il nous faut un partenaire financier qui va venir supporter l'avance de fonds que l'on fait pour réaliser le travail terrain, produire les documents et faire tout le travail qui est nécessaire à la délivrance de crédit qui va nous permettre ensuite de générer un revenu, de redonner une remise au propriétaire et de se garder également une portion pour couvrir les frais du travail réalisé. Donc, sans financement, la poursuite du projet devient impossible, mais avec du financement adéquat, le projet pourra être déployé à l'échelle régionale. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée de prendre tout de suite un moment pour recevoir des questions du monde par rapport au projet Carbone Amiral. Et puis, par la suite, dans la deuxième partie de la présentation, je vais prendre la peine de vous montrer de manière interactive l'application web que nous avons développée. Puis, je prendrai également la peine d'avoir une discussion avec vous pour répondre à vos questions par rapport à l'application. Donc, je vais arrêter tout de suite mon partage d'écran, puis je vais te laisser, David, le soin de faire une petite introduction à la période de questions. Merci beaucoup, William. Je pense qu'effectivement, dans le cadre de la présentation, beaucoup d'éléments qui suscitent sûrement des interrogations. Donc, il y a deux manières principales de poser vos questions. La manière traditionnelle qui est de lever la main, là, comme si on était tous ensemble dans une salle. Il y a moyen aussi d'écrire des questions dans le chat ou d'écrire directement à M. Côté là, pour être capable de poser des questions. Peut-être tout d'abord, je vais donner la parole à M. Roy, Martin, là, qui sont là aussi. Donc, peut-être si vous avez un mot, là, allez-y, ou une question. Oui, William, je sais que tu as inventorié la plupart des plantations admissibles à l'échelle du Québec. Pourrais-tu dire aux participants le nombre de milliers d'hectares qui seraient admissibles à des compensations si le projet voyait le jour de façon, je dirais, tangible? Oui, donc mon organisation, il y a 3 ans, on a fait une analyse géomatique pour recenser toutes les plantations admissibles au règlement du ministère de l'Environnement. Au Québec, à l'heure actuelle, ce sont 80 000 hectares qui sont admissibles à la délivrance de crédits compensatoires. Et sur le territoire de votre syndicat, eh bien, c'est aux alentours de 9 000 hectares qui sont admissibles. Ça représente combien de crédits? On serait capable de produire avec la moitié du 80 000 hectares. Donc, avec 40 000 hectares, là, on est capable d'obtenir plus de 700 000 crédits compensatoires au cours des 2 prochaines années. Donc, à un coût de 20 $, le crédit, je vous laisse faire le calcul, là. On est aux alentours de 14 millions de dollars qu'on pourrait obtenir et dont la grande majorité serait versée dans les poches des propriétaires forestiers au cours des 2, 3 prochaines années. C'est intéressant. Merci. Puis on a une question justement. Il semble que les producteurs américains sont capables d'aller chercher davantage de fonds à travers ce système. Qu'est-ce qu'ils font de différent? Est-ce que c'est lié directement au système réglementaire? Est-ce qu'il y a des processus qu'ils font? Est-ce qu'eux ont travaillé avec au sud de la frontière? Qu'est-ce qu'ils font de différent qui fait en sorte qu'ils ont tellement un avantage par rapport aux producteurs d'ici? C'est dans la méthode de quantifier les crédits compensatoires. Donc, le ministère de l'Environnement en Californie a décidé d'utiliser des protocoles ou des méthodologies qui existaient déjà pour générer des crédits compensatoires. Et leur approche, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas béton, mais c'est une approche qui est reconnue à l'international comme étant une approche qui satisfait les critères de base pour la délivrance de crédits carbone. Donc, le ministère de l'Environnement en Californie a décidé d'y aller avec cette approche-là, de prendre quelque chose qui existait déjà, qui était là, et de rendre ces méthodologies-là disponibles pour les propriétaires forestiers des États-Unis. Au Québec, on aime ça faire les choses différemment. On aime ça se rendre la vie compliquée. Donc, on a décidé de développer un protocole qui allait assurer l'intégrité environnementale des crédits qui allaient être délivrés par le ministère de l'Environnement. Et quand je dis qu'on allait assurer l'intégrité, c'est que les crédits qui sont générés par le ministère de l'Environnement
ne sont pas des crédits qui pourraient être renversés au fil du temps. Donc, en Californie, par exemple, je vous donne un exemple concret, un promoteur obtient des crédits compensatoires et bien pendant une période de 100 ans, il doit s'assurer que la tonne carbone qui est liée à son crédit va demeurer emprisonnée dans la fibre, donc dans l'arbre. Ça limite l'aménagement forestier, ça amène beaucoup de contraintes pour les propriétaires forestiers. Au Québec, ces contraintes-là, on ne les a pas parce que le crédit carbone qui est délivré par le ministère de l'Environnement du Québec n'est pas lié à aucune garantie. Donc, le propriétaire forestier n'a pas à se contrarier de la manière dont il va faire l'aménagement de son territoire. Et ça, c'est rendu possible de par une manière de quantifier les tonnes de carbone. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est très scientifique et c'est une approche qui est très robuste. Il faut le donner au ministère de l'Environnement du Québec, c'est quelque chose de très robuste. Par contre, c'est quelque chose de trop robuste. Et aujourd'hui, ce qu'on demande au ministère de l'Environnement, c'est de venir alléger certaines portions de leur règlement pour rendre viable l'utilisation de leur travail. Peut-être avant de donner la parole à M. Côté, il y a une question de Mme Bergeron-Pinard là, qui peut-être est en lien avec ce que vous venez de dire. Que si une plantation enregistrée est bûchée, si les arbres sont coupés, qu'est-ce qui se passe? Vous en avez parlé un peu dans votre présentation, mais je pense que ça, c'est une question spécifique là, par rapport au modèle. Je ne sais pas si vous avez un élément de réponse à ça. Oui, et la réponse est très simple. Donc, tous les crédits qui sont délivrés à un propriétaire forestier, ce sont des crédits qui sont liés à des tonnes de carbone qui ont été retirées de l'atmosphère en raison de la plantation. Donc, si vous êtes un propriétaire ou une propriétaire forestière qui a eu une plantation admissible et qui l'a plantée dans les années 90, depuis ces années-là, eh bien, vos arbres ont retiré du carbone de l'atmosphère et pour ça, le ministère de l'Environnement est prêt à vous récompenser financièrement sous forme de crédit compensatoire. À partir du moment que vous décidez de couper vos arbres, vous êtes en droit de le faire. Donc, même si vous avez reçu un chèque de 1 000 l'année d'après, vous pouvez quand même couper vos arbres. Mais vous devez savoir que les revenus futurs que va vous générer votre plantation va être en corrélation avec le nombre d'arbres résiduels. Donc, si vous coupez la moitié de votre plantation, dites-vous que le chèque que vous pourriez recevoir va être coupé de moitié. C'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Donc, ça ne vous restreint pas dans la manière d'aménager votre plantation. Par contre, vous allez générer moins de revenus de la bourse carbone si vous récoltez vos arbres. Donc, moi, ce que je dis toujours aux propriétaires qui veulent participer au projet, c'est de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre laisser pousser suffisamment vos arbres pour qu'ils capturent beaucoup de carbone et lorsque vos arbres sont rendus matures à une éclaircie commerciale, eh bien là, n'hésitez pas à faire l'éclaircie commerciale et vendez votre bois là, par l'entremise du syndicat. Oui, c'est justement la question suivie de Mme Bergeron-Pinard. Donc, le lien avec les coupes d'éclaircie au niveau de l'aménagement et tout ça, est-ce qu'on parle est-ce que c'est le même type de réponse que si c'est au niveau du bûchage? Donc, si c'est des coupes d'éclaircie, peut-être si vous pouviez développer un peu cet élément-là. Oui, tout à fait. Donc, c'est exactement ce que je venais de mentionner. Si votre plantation, elle est prête à une belle éclaircie commerciale, si vous sentez que vous pourriez la laisser croître encore 1, 2, 3, 4 ans et faire l'éclaircie un petit peu plus tard, eh bien, c'est peut-être intéressant de le faire parce que si le prix du crédit compensatoire est intéressant, ça va vous permettre de générer des revenus pendant quelques années avant de faire l'éclaircie et de pouvoir vendre une portion de votre bois. Monsieur Jutras, je pense que vous avez la prochaine question. Oui, c'est la compensation. Est-ce que c'est annuel ou bien si c'est un seul montant? Donc, c'était un montant que nous, on veut annuel. Dans le contexte actuel, M. Jutras, c'est quelque chose qui est difficile de faire, de rendre un rendement annuel parce que le ministère de l'Environnement, pour nous octroyer des crédits à chaque année, il nous demande d'aller sur votre propriété, donc sur les plantations, et de faire un inventaire par drone. Et là, vous comprendrez que nous, ça commence à faire pas mal si on a des milliers de propriétaires qui sont inscrits à notre projet, d'envoyer nos équipes à chaque année partout au Québec. Les frais vont être importants. Et plus nos frais fixes à nous sont importants, moins la remise qu'on est capable de remettre aux propriétaires est importante. Donc, initialement, on voulait faire des inventaires à chaque année pour donner des revenus récurrents annuels aux propriétaires forestiers. Mais le modèle qu'on priorise de plus en plus, c'est de faire un inventaire à tous les 2 ou 3 ans. Donc,
pour répondre à votre question, le premier montant qu'on remet au propriétaire, c'est un montant qui est important. Ça représente beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que tout le carbone qui a été capturé par la plantation depuis la mise en terre des plants, donc que ce soit 92, 93, 94, eh bien, tout ce carbone-là est lié à de l'argent qui va vous être remis dès le premier chèque. Mais à partir de la deuxième année, c'est uniquement le carbone qui a été capturé par votre plantation depuis la dernière année. Donc, on a un nombre plus petit de carbone qui a été capturé, donc le chèque est plus petit. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être capable de vous donner un chèque à tous les 2-3 ans. Mais les plantations qui ont été faites avant les années 90, il ne faut pas qu'ils respirent, les autres, là. Il ne faut pas qu'ils enlèvent du carbone. Tu sais, Ça veut quand on dit, dire, ça, je sais pas comment que la décision s'est prise, que c'était à partir du 1er janvier 90, mais la décision s'est prise à quelque part au ministère de l'Environnement. ouais. Merci. Quand vous avez parlé Monsieur Côté, s'il y a une question pour vous. Oui, Olivier Côté au syndicat. J'avais des questions si on reboise suite à une éclaircie. Est-ce qu'il y a un avantage? Et quelle essence serait la plus favorable? Le ministère ne permet pas, M. Côté, la délivrance de crédits compensatoires pour du reboisement après une éclaircie ou après une coupe forestière. Donc, c'est uniquement les travaux de reboisement qui ont été faits sur des friches agricoles ou sur des terrains à vocation non forestière qui sont admissibles à la délivrance de crédits compensatoires. Pourquoi? La raison est assez simple. Lorsqu'on veut générer un crédit carbone ou un crédit compensatoire, on doit démontrer hors de tout doute que sans l'action ou une nouvelle mesure, on n'aurait pas pu retirer du carbone de l'atmosphère. Donc, si on coupe une forêt, bien, normalement, après quelques années, la forêt va se régénérer d'elle-même et donc les arbres qui seraient revenus naturellement auraient retiré du carbone de l'atmosphère. Donc, si on reboise après avoir coupé une forêt, la mesure qu'on met en place, l'action de reboiser, n'est pas vraiment une action qui permet de retirer du carbone de manière additionnelle par rapport à le cours normal des choses. C'est pour ça qu'il faut tout le temps regarder des terrains dénudés, donc des terres marginalisées comme des gravières, des anciens chemins forestiers qui se sont mal régénérés, des sablières, des anciens sites de mines, des friches agricoles abandonnées depuis plusieurs années. Donc, tous ces types de terrains-là sont admissibles à la délivrance de crédits compensatoires si on les a reboisés. Merci. Puis vous avez parlé dans votre présentation que le nerf de la guerre, un peu, c'est des changements ou des ajustements réglementaires au niveau du ministère de l'Environnement. Peut-être en nommer peut-être un ou deux changements réglementaires qui seraient les plus fondamentaux, selon vous, sur lesquels vous travaillez, puis qui permettraient d'avoir un système qui serait plus viable économiquement. Peut-être je vais vous donner quelques exemples pour le bénéfice des gens qui sont ici ce soir. Oui. Donc, le plus gros sur lequel on travaille en ce moment, c'est une question d'agrégation de projets. Donc, le ministère de l'Environnement, dans son règlement, a permis à un promoteur comme Foraire de regrouper plusieurs propriétaires ensemble et de simplifier le travail d'inventaire qui est nécessaire en regroupant tout le monde ensemble et en faisant nos inventaires à l'échelle de l'ensemble des plantations de nos propriétaires plutôt que faire nos inventaires à l'échelle de chacune des plantations. Du moins, c'est ce qu'on croyait que le règlement nous permettait. Mais on a appris au cours des derniers mois que le ministère de l'Environnement, ce qu'il souhaite, c'est qu'on fasse l'inventaire sur chaque plantation des propriétaires qui s'enregistrent à notre projet et que la vérification qui est faite par une firme de vérification soit également faite à l'échelle de chaque plantation que nous avons inventoriée. Donc ça veut dire que si mon organisation Foraire, ça nous a coûté 100 000 $ au coûtant pour réaliser des inventaires sur vos plantations, eh bien, il va falloir que je paye une firme de vérification au coût vendant, donc 250 000 $ pour qu'il aille refaire exactement le même travail que nous, on a fait. Puis ça, c'est un peu un non-sens, parce que lorsqu'on fait de la vérification de projet, normalement, il y a toujours ce qu'on appelle l'assurance raisonnable. Donc, le vérificateur va aller prendre un échantillon du travail que mon organisation a réalisé, disons 10 % des inventaires qu'on a réalisés. Et sur la base de sa vérification de 10 %, il va porter un avis professionnel à savoir si le travail qu'on a fait, mon équipe et moi, a été bien fait.
Et si vous avez, c'est ce qui est fait partout, surtout au Québec. Les inventaires qui sont faits par des firmes de consultants, les inventaires forestiers qui sont faits pour le ministère des Forêts. Et bien, lorsque le ministère des Forêts fait une vérification de ces inventaires-là, il ne va pas retourner valider chaque placette échantillon. Il s'en va juste voir un échantillon des placettes qui ont été réalisées. Et donc, ça, on ne comprend pas comment le ministère a pu penser que ça allait fonctionner, que ça allait faire du sens financièrement. Donc, ça, c'est une grosse modification réglementaire qu'on veut apporter. Et juste avant de passer à la prochaine question, je vous présente une autre modification qu'on veut qui soit apportée au règlement. C'est le délai. Donc, toutes les plantations qui ont été réalisées après 1990 et qui sont admissibles en vertu du règlement, elles ont jusqu'au 28 décembre 2027 pour s'enregistrer auprès d'un promoteur comme foreur. Passé le 27 décembre 2027, c'est terminé, même si un propriétaire pouvait recevoir 2, 3, 4 000 $ en revenus au cours des 2-3 prochaines années, il n'aura plus l'opportunité de recevoir cet argent. Et ça découle du fait que dans le règlement, le ministère permettait une fenêtre de 60 mois. Donc, à compter de 2022, il donnait 60 mois aux propriétaires pour s'enregistrer. Et nous, on trouve que 60 mois, c'est beaucoup trop court parce que Foreur, on travaille à temps plein là-dessus. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille là-dessus. Puis, on n'a toujours pas reçu les premiers crédits. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et on pense que la fenêtre de 60 mois devrait être augmentée à au moins 84 mois, ce qui nous amènerait jusqu'en 2029 et qui donnerait la chance à des propriétaires forestiers de s'enregistrer à notre projet. Merci pour la réponse. Armin, vous avez une question? Oui, vous m'entendez comme il faut? Oui. Est-ce que vous oui. Bon, voici. Vous me corrigerez si je ne suis pas correct. Mais je vous écoute, là. On parle uniquement de plantation. Puis là, sur les 9000 hectares au Québec, plantation, c'est là ce que je vois puis que je sais. Plantations, en majorité, ont été faites par les grosses compagnies comme Domtar et tout ça. Ça m'indique là, que ce n'est pas les petits producteurs qui vont profiter de ça. L'autre chose qui me fatigue, ça fait 40 ans, je suis propriétaire de 200, 225 boisés. Ben, mon bois, ce n'est pas une plantation, c'est une forêt qui se régénère. On sort du bois, puis il y a des arbres là. Eux autres, on ne peut pas les compter. Je trouve ça un petit peu bizarre, puis je reviens là-dessus. Les plantations, avez-vous un inventaire à qui ça appartient, les 9000 hectares? Ben, j'ai un méchant doute que c'est une gang qui ne devrait pas avoir cet argent-là qui les appartient. Mon commentaire. Merci. Excellent commentaire. Je vais apporter certaines précisions. Donc, à l'échelle du Québec, c'est 80 000 hectares de plantations qui sont admissibles. C'est uniquement sur le territoire de votre syndicat. Ben, c'est ça que je parlais. Dans le sud du Québec, 9 000 hectares. Et nous, on a fait la vérification. Ce sont des petits propriétaires forestiers qui détiennent ensemble 9 000 hectares de plantations admissibles. Donc, ce ne sont pas là, les domtards de ce monde. Ce sont des propriétaires forestiers qui ont fait une conversion, donc qui étaient propriétaires d'une friche agricole dans les années 90 et qui ont utilisé une enveloppe d'aide sylvicole pour reboiser cette friche-là. Et aujourd'hui, eh bien, on y retrouve de belles plantations résineuses. Comme ça, les plantations de domtards, tout ça ne sont pas inclus dans ça. OK. Non, monsieur. Merci. Pour... Donc, ça, c'est sur votre premier point. Sur votre deuxième point, oui. qui est très bon, je suis à la même place que vous. Je pense que le Québec, on doit se doter d'outils pour permettre aux propriétaires forestiers qui ont aménagé leur boisé et qui, comme vous le savez très bien, vous faites partie de la solution de la lutte contre les changements climatiques. Le fait de récolter votre bois et de laisser votre boisé se régénérer, d'être plus résilient face aux changements climatiques, de retirer du carbone de l'atmosphère, vous faites un travail de moine pour aider le Québec dans sa lutte au changement climatique. Vous devriez être récompensé pour le travail que vous faites, mais on n'a toujours pas d'outils qui permet à des forêts naturelles de bénéficier de crédits carbone si on continue à aménager cette forêt-là. Il existe certaines initiatives, puis je vous invite là, à vous inscrire à l'application Foreur parce qu'au cours du printemps 2026, quand l'application va être disponible, on va vouloir vous présenter toutes les initiatives qui existent au Québec
et qui pourrait vous permettre de générer des revenus autres qu'en en appoint à la coupe de bois. Donc, des revenus là, qui sont secondaires et tertiaires. Ça serait surtout intéressant pour mes confrères producteurs de sirop d'érable. Ils ont des grandes érablières qui aménagent, faire certains ces arbres-là à une grandeur raisonnable, puis captent le carbone. Mais pourquoi qu'eux n'ont pas le droit à ce crédit carbone? En tout cas, je vous laisse travailler là-dessus. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains levées avant qu'on passe à la prochaine partie de la présentation de M. Métivier? J'aurais peut-être une petite question. Allez-y, Mme Caron. Désolée, je viens de dire avec mes sons et images. J'ai manqué le début, là, peut-être que vous l'avez mentionné, là, mais j'étais toujours dans l'esprit que, puis vous en avez reparlé, là, il faut pas qu'à la base, on ait un plan là, pour le boiser, là, mais je pensais qu'il fallait quand même que ce soit une action qu'on veuille faire dans le but de capter le carbone, ou en tout cas, je sais que pour la conservation, par exemple, on doit faire un acte de conservation. Fait que dans ce cas-ci, même si une personne en 94 n'avait aucune intention de faire en sorte que finalement, sa plantation soit préservée dans un objectif de captation de carbone, il y a ce petit bout-là, on dirait qu'il me manque, là. C'est parce que clairement, la plantation servait à être récoltée un jour. Fait que c'est je pense, dans le principe de base, là, qu'il y a un élément qui m'échappe. Puis c'est normal que ça vous échappe, Mme Caron. Il y a plusieurs écologistes qui ont remis en question cette possibilité-là de remonter aussi loin que 1990 pour permettre à des plantations de générer des crédits compensatoires. Donc, effectivement, la question est très bonne. Normalement, un crédit carbone naît de la mise en place d'une action ou d'une mesure qui est additionnelle au cours normal des affaires. Et effectivement, les propriétaires forestiers qui ont planté des friches agricoles dans les années 90 ne l'ont pas fait du tout avec une conscience que ces arbres-là allaient capturer du carbone et que ça allait leur permettre de générer des revenus de la vente de crédit carbone. Par contre, le ministère de l'Environnement, il est conscient que le règlement qu'il a produit et publié en décembre 2022, il est tellement contraignant, il est tellement limitatif que le ministère de l'Environnement a pris la décision de permettre que les plantations réalisées dans les années 90 allaient pouvoir être utilisées pour générer des revenus. L'idée étant que si on est capable de prendre des plantations qui ont été faites dans les années 90 pour générer des revenus, on serait capable de lancer la roue et de prendre une portion de cet argent-là pour financer la mise en œuvre de nouveaux projets, donc de nouvelles plantations. Donc, imaginez si on est capable de se mobiliser au Québec, d'utiliser le règlement du ministère de l'Environnement, de générer 20, 30, 40 millions de dollars en revenus et qu'une portion de cet argent-là sert à aller planter des arbres sur des friches agricoles qui sont abandonnées au Québec. Donc là, on va vraiment avoir un gain carbone qui est important. Et ce gain carbone-là, qui est important, qui va être 100% valide, va découler de l'opportunité que le ministère de l'Environnement a laissé place, a permis dans son règlement. Ça répond à la question? Merci pour l'explication. Oui. Merci. Je pense qu'on a Luc, je ne sais pas si vous aviez la main levée. Il semble que vous aviez ouvert votre micro. Donc, si vous avez une question, ce serait peut-être le temps avant qu'on passe à la prochaine section. Luc? Comme ça? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ah, oui, bon. Encore, oui? Oui. Bon. Moi, disons, ça fait 50 ans que j'ai des terres à bois. J'étais professeur au cégep dans le domaine, j'ai enseigné en environnement, des affaires comme ça. Le directeur actuel qui avait là Trame-des-Bois dans le groupement forestier était un de mes élèves à un moment donné. J'ai toujours fait ça un peu comme amateur. Mais moi, mon expérience, c'est que des gens comme nous autres, là, moi, je suis zoné vert, Trame-des-Bois, limite, là, près du blanc. Puis j'ai passé toute ma vie comme à jouer là-dedans, là, si je peux dire. J'ai 200 heures. Puis je suis conscient aujourd'hui que si je n'avais pas fait ça, là, ça serait tout ça gaspillé. On met énormément d'énergie là-dedans, c'est vraiment pas payant. On pense au futur. Moi aussi, je trouve que c'est comme ingrat d'avoir planté tant d'arbres.
on n'a pas de reconnaissance aucune. On est allé en Europe, par exemple, il y a des grands pâturages, puis le gouvernement paye des gens pour mettre des animaux. Là. Les autres ne font pas juste de l'argent en mettant des vaches là avec des cloches, là, parce que ça fait partie des paysages là-bas. Puis, ils ont des subventions juste pour le fait qu'ils entretiennent leur terrain, mettons qu'ils jettent du foin à terre ou qu'ils rendent ça. Tu sais. Parce que si on fait tout, laisser pousser ça, tout n'importe comment, partout, puis en friche, quand tu vas te promener, mettons, entre des villages, des affaires comme ça, tu verras rien, c'est du bois partout. Nos ancêtres, là, la manière qu'ils ont arrangé ça, comme moi, j'ai 10 acres de prairies, ben, je les garde. Je sais que ça a été fait, ça, de peine et de misère. Je ne planterai jamais ça. Parce que je vois toutes les roches qui ont été poussées, puis tout ça. Je veux dire, il y a un point de vue comme ça de conservation qu'on devrait avoir sur des petites unités. Puis moi, parce que je ne suis pas un spéculateur, puis que je travaille sur mon lot, puis les gens m'achalent, ils disent, ah, j'ai payé ça 15 000 puis aujourd'hui, ça en vaut 800 000. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un spéculateur. Puis je compte peut-être même le donner. Là. Il y a des moyens de donner des lots éventuellement, là, comme être à perpétuité, des affaires comme ça. Et je trouve que quand on. Moi, par exemple, d'un exemple, j'avais des places, c'était toutes des zones, puis c'était comme de la swamp. J'ai tout coupé ça, j'amenais ça de peine et de misère dans un champ, dans le temps, on brûlait ça. C'est peut-être moins bien aujourd'hui. Puis là, Monsieur Luc, là, on excusez-moi, plantait. est-ce que vous avez une question pour notre conférencier? Oui, parce que j'appuie votre point de dire que si on a remplacé, on a coupé des arbres, des friches, puis tout ça, qu'il n'y avait rien qui poussait là, puis sous des prescriptions d'ingénieurs. Aujourd'hui, moi, c'est tous des arbres qui ont 50, 60 ans, puis auxquels je n'ai pas touché. J'ai fait faire des coupes sélectives, mais ça, quand le bois grossit aussi, il fixe plus de carbone quand il y a moins de compétition. J'ai vu des ateliers que vous avez eus. Est-ce que c'est prescrit de faire des coupes, par exemple, sélectives, qui sont évidemment pas payantes, mais dans le but d'avoir un meilleur rendement, pas juste en bois commercial, mais en bois qui va fixer. J'en ai des questions comme ça. Est-ce que c'est vrai, ça, que le fait d'enlever plus d'arbres matures, que eux, finalement, ils ont un bilan de carbone à un moment donné qui est presque nul? Peut être négatif, alors que des jeunes arbres en croissance qu'on met à la place fixent beaucoup plus de carbone sur le même terrain. Donc, M. Métivier, je ne sais pas si vous avez un commentaire suite à l'affirmation de Luc. Il existe plusieurs scénarios d'aménagement qui vont permettre de capturer plus de carbone, donc de retirer plus de carbone de l'atmosphère. C'est cas par cas. Donc, c'est là qu'il faut travailler avec des professionnels qui vont analyser quel est le meilleur scénario en fonction du terrain que vous avez. Nous, l'application Foraire que je vais vous présenter dans quelques instants, c'est un peu vers là qu'on veut s'en aller. Donc, on veut s'en aller vers offrir une application qui est gratuite à tous les propriétaires et qui va vous permettre de savoir quel type d'aménagement vous pourriez réaliser sur votre territoire pour atteindre vos objectifs plus rapidement. Donc, que ce soit des objectifs de produire plus de bois, que ce soit des objectifs de capturer plus de carbone, de protéger davantage la biodiversité. Donc, peu importe les objectifs que vous pourriez avoir, on veut vous mettre entre les mains un outil qui est simple et efficace, qui est en ligne, donc disponible autant sur un ordinateur qu'une tablette qu'un téléphone cellulaire, pour que vous ayez les réponses à vos questions. Pour revenir sur un petit point dont vous avez discuté, Luc, par rapport aux friches, donc aux terrains agricoles abandonnés qu'on va aller reboiser. Il faut faire attention, au Québec, on ne peut pas reboiser n'importe quel type de friche agricole comme on le souhaite. Donc, il faut obtenir, dans la plupart des cas, là, un avis positif de la MAPAC. Et la MAPAC va faire une analyse du territoire agricole pour s'assurer que son potentiel agricole est vraiment faible. Une fois que le potentiel agricole est jugé faible par la MAPAC, là, un propriétaire accompagné de son conseiller forestier va pouvoir procéder au reboisement de la friche. Donc, il y a quand même un travail de réflexion qui est fait en amont de replanter des arbres sur un territoire qui a été défriché par nous. Merci beaucoup, M. Métivier. Donc, peut-être avant de passer à la présentation de l'application, je pense que Mme Montminy, vous avez une question. J'ai une question, mais je n'ai pas de main, moi. Je n'ai pas trouvé de main. Allez-y, on vous écoute. C'est que je comprends, Foraire, vous êtes une organisation qui avait monté un projet. Moi, là, 5 ans,
dans notre groupement, on s'est fait présenter un projet par EcoTierra, Mhm. qui est le même principe que ce que vous dites là, mais qui est pas sur les friches nécessairement. C'était pour tout ce qui était terrain boisé. Euh, je sens comme une divergence entre ces deux programmes-là. J'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu, parce que nous autres, c'était pas sur des terres, des friches reboisées, c'était sur des terrains forestiers. Fallait donner une partie de notre terrain, puis il fallait plus y toucher. Puis ces gens-là qui ont embarqué il y a 5 ans ont eu des crédits carbone cette année, ont eu du monétaire. Fait que j'aimerais peut-être que tu expliques ou si Oui, peut-être. tout à fait. Donc, juste pour tous les participants à la conférence, le projet Pivot de la compagnie EcoTierra, basée à Sherbrooke, est un projet qui permet la délivrance de crédits carbone pour les propriétaires qui souhaitent diminuer l'intensité d'aménagement forestier qu'ils réalisaient au préalable sur leur terre. Donc, c'est pour tout type de forêt, là, surtout naturel, je crois. Là, si vous voulez avoir tous les détails, vous pourrez aller consulter leur site Internet. Mais c'est des crédits carbone qui vont être vendus sur le marché volontaire du carbone. Donc, c'est un marché qui est complètement différent du marché sur lequel nous, on œuvre. Donc, nous, on œuvre sur le marché réglementé du carbone du Québec. OK. Donc, on ne parle pas de crédit carbone dans notre cas. Nous, ce sont des crédits compensatoires. C'est différent. C'est vraiment ça que je fais. Tantôt que j'avais un peu compris ça, mais là, j'étais tout mêlé, là. Oui. OK. La question était bonne, par contre. Merci. Donc, si vous me le permettez, je vais vous repartager ma présentation pour qu'on se relance dans la partie 2. Donc, partie 2 de la conférence, l'application foraire. On s'est rendu compte, en développant le projet Carbone Amiral, qu'il existait un réel problème au Québec au niveau de la gestion des forêts privées. On a découvert en 2024 qu'on est rendu 163 000 propriétaires de forêts privées au Québec. En 2014, on était 130 000. Donc, on a connu, là, il y a eu une grosse augmentation du nombre de propriétaires forestiers au Québec. Ça, c'est dû surtout au fait qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont soit décédés ou qui ont tout simplement légué leurs terres ou vendu leurs terres à leurs enfants ou bien leurs voisins ou tout type de particuliers ou d'entreprise. Donc, on a un bassin d'environ 30-35 000 nouveaux propriétaires forestiers au Québec au cours de la dernière décennie. Et en 2024, eh bien, la forêt privée a permis de générer 1,2 milliard de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. Il y a environ 650 millions de dollars qui ont été générés de par la production de bois. Donc, c'est super important là, de récolter le bois lorsqu'il est mature, l'envoyer aux scieries. On est capable de produire des produits du bois de longue durée qui vont permettre d'emmagasiner le carbone dans les produits du bois pendant plusieurs années. Et pendant que le bois est utilisé, par exemple, dans nos maisons, eh bien, on a des arbres qui repoussent exactement à l'endroit où on a récolté nos arbres matures. Et l'arbre qui va repousser, lui, va capturer du carbone. Donc, on a un cycle et un gain positif de carbone lorsqu'on aménage de manière durable notre forêt. Donc, c'est important de couper du bois. Ça a généré 650 millions de dollars l'année dernière. Le sirop d'érable a généré également plusieurs centaines de millions de dollars. Les plantations de sapins de Noël également, on est rendu à plusieurs dizaines de millions de dollars par année. Et également tous les autres produits qu'on est capable de générer de notre forêt. Cela étant dit, même si on a généré 1,2 milliard avec les forêts privées en 2024, selon les chiffres, eh bien, c'est plus de 50 des propriétaires forestiers qui ne valorisent pas leur boisé. Donc ça veut dire qu'ils ne génèrent pas de revenus avec leur boisé. Donc, ils ne font pas de coupe d'aménagement avec des entrepreneurs forestiers ou eux-mêmes pour en extraire du bois. Ils ne font pas de culture de sirop d'érable, production de sirop d'érable, etc. La raison pourquoi ils ne le font pas, on est allé à leur rencontre et on leur a demandé. Et les principales raisons, c'est que les démarches sont complexes. Donc, pour plusieurs propriétaires, c'est complexe de savoir quoi faire sur leur terrain. Et lorsqu'ils veulent obtenir de l'information de base sur leur terrain, on leur dit que ça va leur coûter 400, 500, 1000 dollars pour obtenir cette information-là. Donc, ça en décourage plusieurs.
Il y a peu également de soutien neutre. Il y a plusieurs propriétaires qui nous ont mentionné que lorsqu'ils prennent le téléphone et qu'ils appellent des conseillers forestiers, ils ont tout le temps l'impression qu'ils vont peut-être se faire avoir. Donc, il manque un espace neutre où le propriétaire est capable de retrouver toutes les réponses à ces questions facilement, simplement, sans avoir aucune pression de quiconque. Et puis, finalement, les propriétaires également qu'on a rencontrés, il y en a plusieurs qui ont un manque de vision à long terme. Parce que ça leur sortit comme commentaire ce soir. Il y a certains d'entre vous qui ont mentionné que vous travaillez fort à aménager votre territoire pour les générations futures, puis que c'est pas très payant. Il y a plusieurs propriétaires qui détiennent des boisés qui n'ont pas cette envie de faire ça. Donc, d'aménager pour les générations futures, même si c'est pas très payant. Bref, le résultat, c'est qu'il y a un potentiel économique et écologique énorme qui est tout simplement pas valorisé au Québec. Pour remédier à cette situation-là, Foraire, on a décidé de développer une application web qui va être disponible à tous les propriétaires dès le printemps 2026. Cette application-là va vous permettre de visualiser votre territoire, d'obtenir un diagnostic de votre forêt, d'obtenir également des recommandations personnalisées liées à l'aménagement forestier. Donc, en fonction des différentes zones de votre territoire, vous allez être capable de voir qu'est-ce que vous pourriez faire comme aménagement pour atteindre vos objectifs. Éventuellement, on va vouloir également sur Foraire pouvoir vous permettre de visualiser des projections financières et environnementales. Donc, si vous décidez de faire tel aménagement, quelles sont les retombées financières et quelles sont les retombées environnementales qui vont être liées à cet aménagement-là. Et lorsque vous êtes prêt à aller de l'avant avec un aménagement, soit vous le faites vous-même, comme plusieurs producteurs forestiers font au Québec, ou soit vous allez pouvoir directement rentrer en contact avec des bons experts qui vont être disponibles là, via l'application. Pour mettre en marché cette application-là, eh bien, on est très heureux, le Foraire, d'avoir rentré en partenariat avec la Fédération des producteurs forestiers du Québec, qui a pour mission là, de défendre les intérêts de tous les propriétaires forestiers au Québec. La Fédération compte déjà plus de 33 000 membres. Donc, dès qu'on va lancer l'application, là, on va vouloir aller mobiliser ces 33 000 membres-là en premier. Et dans un deuxième temps, on va se concentrer à faire des campagnes de marketing pour aller rejoindre les 130 000 autres propriétaires forestiers. On a déjà testé une portion de notre application en avril 2025 auprès de 64 propriétaires. En ce moment, on est sur le point là, la semaine prochaine de lancer notre application auprès de 350 propriétaires pour obtenir leurs commentaires et leurs suggestions. Et finalement, on va faire le lancement officiel de notre application au mois d'avril 2026. Donc, je vais arrêter mon partage, puis je vais vous présenter maintenant l'application. Donc, on va découvrir ça ensemble en primeur ce soir. Donc, dans un premier temps, peut-être juste David me confirmer si vous voyez mon écran. Oui, je veux dire, on voit votre écran là, avec Foraire, créer votre compte, là, donc je pense que le partage a réussi. Parfait. On est conscient chez Foraire que si on est pour développer une application web, bien, il faut que ça soit simple. On ne veut pas que ça soit complexe pour les propriétaires forestiers. On veut vous mettre un outil entre les mains qui va être super simple d'utilisation. Et on va faire ensemble ce soir les étapes qui sont nécessaires pour inscrire votre terre à bois à l'application Foraire, juste pour vous montrer à quel point le tout est assez facile. Et si jamais au moment de vous inscrire, donc au printemps prochain, lorsque l'application va être disponible, si jamais vous souhaitez avoir de l'aide, vous allez pouvoir aller visionner sur YouTube la conférence de ce soir pour suivre les étapes également d'inscription. Donc, dans un premier temps, on vous demande votre prénom. Donc, tout simplement inscrire votre prénom, votre nom de famille et venir ici dans la liste déroulante, choisir quel type de propriétaire êtes-vous. Donc, êtes-vous un particulier, une entreprise, une coopérative, etc. Donc, si vous êtes un particulier, tout simplement cliquez sur particulier et cliquez sur suivant. Ensuite, on va vous demander votre adresse courriel. Donc, vous pouvez mettre votre adresse courriel, votre numéro de téléphone et cliquer sur suivant. Ensuite, on va vous demander d'ajouter votre lot. Donc, vous pouvez cliquer sur ajouter un lot et il y a un petit avertissement qui va apparaître comme quoi on vous avertit que les limites cadastrales, donc les limites de votre lot vont être affichées au cours des prochaines minutes.
Ces limites-là, eh bien, n'ont pas de valeur légale. Hein. Elles n'ont pas été faites là, par des arpenteurs géomètres. Elles ne sont là que pour vous aider à identifier votre lot. Donc, vous cliquez sur « Je comprends et j'accepte ». Et ensuite de ça, là, vous pouvez directement vous déplacer sur la carte interactive pour aller identifier votre lot. Il y a plusieurs manières de vous rendre à votre lot. Vous pouvez soit utiliser la barre de recherche ici dans le haut supérieur à gauche, et en cliquant sur « Recherche », vous allez pouvoir mettre directement votre numéro de lot, comme ça, numéro à 7 chiffres. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez, au lieu, de chercher par la localisation. Donc, vous pouvez choisir une ville, disons par exemple Granby. Et lorsque je vais cliquer sur Granby, la carte interactive va zoomer directement sur la ville de Granby. À partir de là, vous pouvez vous rendre et zoomer sur votre propriété jusqu'à temps que les limites du cadastre apparaissent. Donc, avec les limites du cadastre, ça va être facile pour vous de repérer votre lot. Et disons que ça ici, c'est votre lot. Vous pouvez cliquer dessus. En cliquant dessus, vous allez voir apparaître la fenêtre qui présente le numéro de votre lot et un petit texte. Donc, le texte présent là, mentionne que ce lot est admissible à l'inscription. Donc, si vous êtes propriétaire de ce lot ou son représentant dûment autorisé, vous pouvez l'ajouter à votre compte. Rien de plus simple que cliquer sur le bouton vert « Ajouter ce lot ». Et une fois que vous l'avez ajouté, bien, vous voyez la liste ici à droite de l'écran. On vient de voir apparaître le numéro du lot. Si vous êtes propriétaire de plusieurs lots, tout simplement allez cliquer les autres lots et refaire le même processus. Et vous allez voir que dans la liste à droite, tous les lots que je suis en train de cliquer et d'ajouter à ma liste apparaissent. Une fois que la sélection de votre lot, de tous vos lots a été faite, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Et vous allez arriver ici où est-ce que vous allez voir la sélection des lots que vous avez faites via la carte interactive. Donc, vous pouvez cliquer de nouveau sur « Suivant ». On va vous demander de choisir un mot de passe. Donc, vous pouvez choisir un mot de passe qui respecte nos critères. Donc, on va vous demander un mot de passe qui est suffisamment confidentiel pour avoir une bonne force. Une fois que vous avez trouvé ce mot de passe-là, eh bien, on va... Je vais en mettre un comme ça. Oh, pardonnez-moi, je vais recommencer. Donc, une fois qu'on a mis le mot de passe, eh bien, on va pouvoir passer à la dernière étape. Et la dernière étape, elle est très simple. C'est tout simplement d'aller cocher des cases de consentement. Donc, vous acceptez les conditions d'utilisation de l'application et la politique de confidentialité. Et vous pouvez également accepter de recevoir des informations pertinentes de Foraire et de ses partenaires fondateurs, notamment la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Mais ça, ici, c'est facultatif. Donc, si vous cochez les deux cases, vous cliquez sur « Terminer mon inscription » et vous êtes officiellement inscrit à l'application Foraire. À partir de ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que nous, Foraire, à l'interne, on va obtenir une demande. Donc, on va obtenir une demande avec votre nom et nom de famille, comme quoi vous voulez inscrire les lots que vous avez sélectionnés. À partir de ce moment-là, Foraire, on a 48 heures ouvrables, donc 2 jours ouvrables pour aller authentifier que vous êtes bel et bien le propriétaire des lots que vous avez tenté de sélectionner. Donc, on ne donne pas accès à n'importe quelle personne à notre application. On veut vraiment que ce soit un outil qui est utilisé par les vrais propriétaires des forêts privées au Québec. Donc, ça ne sera pas dans les mains de n'importe quelle Québécoise ou Québécois. Ça va vraiment être un outil dans les mains des propriétaires forestiers. Là, maintenant, je vais vous présenter l'application. Donc, une fois qu'on va vous donner accès à votre compte, je vais vous présenter à quoi ça va ressembler tout ça. Donc, David, tu peux me confirmer que tu vois mon écran? Oui, c'est très bien l'écran écrit connexion là, avec l'adresse courriel puis le mot de passe. Parfait. Donc, une fois qu'on vous a, on a authentifié que vous étiez le propriétaire des lots sélectionnés, on va vous donner accès à votre compte. Donc, vous allez pouvoir venir sur la page connexion, mettre votre adresse courriel et le mot de passe que vous avez choisi et cliquer sur accéder à mon compte. En arrivant sur l'application, vous allez voir la liste de tous les lots que vous avez inscrits. Donc, tous les lots dont vous êtes propriétaire
et qu'on a authentifié que vous étiez le propriétaire vont apparaître ici. Et lorsque vous cliquez sur un lot en particulier, vous allez voir apparaître une page spécifique à ce lot-là. Donc, vous allez voir une image du lot en question et au même endroit, dorénavant, vous allez avoir toute l'information de base sur votre lot. Par exemple, sa localisation, donc son adresse. De l'information plus de nature administrative comme l'Agence de mise en valeur des forêts pour la région où se trouve votre lot, l'unité d'évaluation. On vous permet également de venir identifier quels sont vos objectifs à vous. Donc, personnellement, là, quels sont les objectifs que vous avez pour ce lot-là en question et quelles sont les activités récréatives que vous pratiquez sur ce lot-là. Vous pouvez également, via la case ici, propriétaire, venir ajouter tous les autres propriétaires de ce lot-là. Donc, si vous partagez la propriété avec des frères, des sœurs, cousins, cousines, vous pouvez leur donner accès tout simplement en rentrant prénom, nom de famille et en rentrant également là, leurs informations de base. Donc, ça, c'est bien le fun. Ça nous permet d'avoir un peu d'informations, un peu un profil sur notre terre, mais concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte? La page aperçue, pas grand-chose de nouveau. Où est-ce que c'est beaucoup innovateur, ce qu'on a développé? C'est au niveau de la carte interactive, disponible dans le menu à gauche. La carte interactive, dorénavant, va vous permettre d'avoir au bout de votre doigt toute l'information par rapport à votre lot, notamment les peuplements éco-forestiers. Donc, en un seul clic dorénavant, vous allez pouvoir avoir toute l'information forestière, à savoir qu'est-ce qui compose votre forêt. Donc, en vous promenant sur la carte, lorsque vous cliquez sur un peuplement, donc une zone de votre lot, vous allez voir apparaître toute l'information forestière liée à cette zone-là. Par exemple, l'âge, la superficie, la densité de couvert, le volume total, la hauteur dominante. On va voir également l'historique du peuplement. Donc, dans le cas échéant, l'origine du peuplement, c'est une plantation qui a été faite en 1992. Vous allez pouvoir voir également la composition forestière, donc les essences ou les groupes d'essences qui composent ce peuplement-là et dans quelle proportion on les retrouve. Donc, c'est un outil géomatique qui va être super apprécié, je crois, là, de plusieurs propriétaires forestiers parce que ça va vous donner des réponses aux questions que plusieurs propriétaires ont. M. Métivier, peut-être une question rapide qui n'interrompt pas votre présentation. La photo satellite, les images datent de quel moment, de quelle année? Peut-être juste avant de continuer à présenter. Oui, donc nous, on prend les images de Mapbox, qui est une application. On essaie d'avoir les images les plus récentes possibles, mais normalement, c'est environ 1 an et demi, 2 ans de délai. On regarde la possibilité en ce moment chez Foraire de faire l'achat d'images satellites super récentes. Donc, il y a de plus en plus de satellites en orbite qui prennent des bonnes images à haute résolution. Par contre, ils rendent ces images-là à un coût. Donc, ils les vendent. Mais nous, on essaie de voir s'il y aurait moyen qu'on achète des images qui auraient un délai peut-être de 3 mois. Ce qui serait super intéressant. Comme ça, tous les propriétaires forestiers pourraient voir à quoi ressemble leur forêt. Pas au jour le jour, mais avec un délai là, de quelques mois seulement. Merci pour la précision. Donc, vous pouvez voir les peuplements. Vous pouvez également afficher le réseau hydrographique. Donc, les rivières, les lacs, si vous en avez sur votre territoire, vous pouvez cliquer la couche hydrographie. Et vous avez également la couche infrastructure qui va vous présenter tous les sentiers ou les chemins qui sont disponibles sur votre forêt. Une des questions que vous pouvez avoir en ce moment, c'est d'où provient cette information-là. Cette information-là, elle provient du ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui fait un inventaire des forêts du Québec à tous les 10 ans. Donc, ça prend au ministère des Forêts 10 ans pour faire l'inventaire de toutes les forêts au Québec, qu'elles soient publiques ou privées. Et le ministère rend publique et gratuite cette information-là. Par contre, c'est un faible pourcentage des propriétaires forestiers qui l'utilisent parce que pour aller télécharger la donnée, il faut avoir des licences, des logiciels. Il faut également la comprendre. Donc, comprendre le langage technique dans lequel la donnée est transmise. Donc, nous, Foraire, on s'est donné comme mission de télécharger toute cette information-là, d'aller la couper à l'échelle des 263 000 terres à bois du Québec. Donc, on a déjà fait tout ce travail-là. Puis, on veut partager l'information dans un langage qui est familier, que tous les propriétaires forestiers vont être capables de comprendre. Donc, ça, c'est pour les couches territoire. Si vous suivez mon curseur, on peut également aller dans les couches opérations.
Si on clique sur Opération, on va vous permettre de voir les travaux forestiers des 50 dernières années qui ont été réalisés sur votre terrain. Donc, sur votre lot forestier, vous allez pouvoir avoir une bonne base pour comprendre quels ont été les travaux sylvicoles ou l'aménagement réalisé au cours des 50 dernières années. Et on vous a même développé un petit outil avec les dates. Donc, si jamais vous voulez voir uniquement ce qui a été réalisé en 92, vous n'avez qu'à décocher les années qui suivent 92 et vous vous ramassez avec le contour de l'aménagement qui a été fait en 1992. Si vous cliquez dessus, vous allez voir que c'est une plantation qui a été faite en 1992 sur une superficie de 3,9 hectares. Si je reviens et je viens sélectionner l'année 2012, eh bien, je vois que c'est une éclaircie commerciale qui a été faite en 2012 dans cette section-ci de votre lot. Et finalement, la catégorie de couche aire d'intérêt, c'est une catégorie qu'on a développée qui permet dorénavant aux propriétaires forestiers d'avoir une visualisation de toutes les zones de son lot qui pourraient lui permettre potentiellement de générer des revenus autres que la vente de bois. Par exemple, des projets de crédit carbone, comme on en a parlé ce soir, eh bien, vous allez pouvoir voir si votre zone est admissible à ces projets-là, en cliquant par exemple sur Initiative. Ouais, oui, juste peut-être rapidement, il y a une question ici, pas très long à répondre. Les données sur les travaux forestiers, est-ce que ça vient du ministère des Ressources naturelles, la forêt? D'où est-ce que ça vient un peu plus précisément? Donc, les travaux forestiers proviennent du ministère des Ressources naturelles et des forêts qui, eux, vont puiser de ma compréhension dans les bases de données des agences, donc des agences régionales de mise en valeur. Depuis quelques années, les agences, peut-être pas toutes les agences, mais plusieurs agences doivent envoyer les contours de l'aménagement qui a fait l'objet d'une aide sylvicole au ministère. Donc, c'est cet échelle-là que nous, on est capable de traiter et de diffuser. On est conscient qu'il y a plusieurs coupes qui sont réalisées par les propriétaires qui ne seront pas diffusées. C'est dans notre mission chez Foraire d'éventuellement développer un outil qui va permettre au propriétaire forestier ou bien à son conseiller de télécharger les coupes qu'on n'aurait peut-être pas, nous, dans notre base de données. Merci. Mais on est conscient qu'il va en manquer plusieurs. Là. Il y a beaucoup de coupes, surtout si vous êtes un propriétaire, un producteur forestier qui fait lui-même sa récolte, puis que vous ne partagez aucune donnée GPS à quiconque. Effectivement, vous n'allez pas pouvoir observer l'aménagement que vous avez fait. Mais je le répète, c'est un outil qu'on aimerait développer au cours des prochains mois. Donc, on va présenter les contours, donc les zones qui sont des aires d'intérêt pour les propriétaires, comme celle-ci. Donc, ce sont des aires qui sont admissibles au projet Amiral. Donc, le projet que je vous ai présenté tout à l'heure, on voit que ce sont des plantations qui sont admissibles. Et si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer pour compléter un formulaire qui va vous permettre d'être officiellement enregistré à notre initiative. Donc, vous n'avez pas eu besoin de parler à personne. Vous avez eu une bonne idée de qu'est-ce qui compose votre lot et quelles sont les initiatives qui sont admissibles à votre lot. Et si vous souhaitez vous enregistrer à ces initiatives-là, vous allez pouvoir le faire dorénavant en seulement quelques clics. Je mentionnais ici là, que si votre lot est admissible à certaines initiatives, dans le menu à gauche, sur l'onglet Initiatives, si vous cliquez dessus, vous allez apparaître sur cette page ici. Et cette page-ci va vous présenter toutes les zones de votre territoire qui sont admissibles à l'initiative. Et c'est via cette page-là que vous allez vraiment pouvoir en apprendre davantage sur les initiatives en question. Par exemple, ici, on voit qu'une portion du lot de 0,52 hectares est admissible au projet Amiral. Donc, c'est probablement une plantation qui a été réalisée sur une friche agricole. Si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « En savoir plus » et vous allez voir apparaître un bandeau ici à droite de l'écran qui va vous donner de l'information sur l'initiative en question. Donc, qui est le promoteur? Sur quel marché est-ce que ce projet-là s'inscrit? Quel est le protocole ou la méthodologie utilisée? Quelle est la date butoir? Pour quelle raison est-ce que cette zone-là de votre lot est admissible? Quels sont les revenus potentiels pour vous? Donc, tout ça, toute cette information-là va être disponible ici sur le petit bandeau informatif. Si vous souhaitez avoir encore plus d'informations, le lien de l'initiative en question va être disponible dans le bas. Donc, vous allez pouvoir aller consulter le site Internet du promoteur ou du projet,
soit l'endroit où ce que vous allez être capable de retrouver encore plus d'informations. Et finalement, dans le menu à gauche, si on clique sur le bouton Documents, vous allez dorénavant avoir une bibliothèque numérique. Donc, si vous avez un lot ou plusieurs lots et que vous vous retrouvez souvent dans la situation où vous cherchez des documents papier, donc les comptes de taxes municipales que vous avez peut-être imprimés, mais vous ne vous rappelez plus où ce que vous l'avez mis, un plan d'aménagement qui date d'il y a 3-4 ans, puis vous ne savez pas où ce qu'il est. Eh bien, dorénavant, ça va être possible pour vous de téléverser tous ces documents-là, propres à votre lot, dans une bibliothèque numérique. Fait que c'est terminé de courir à gauche et à droite, essayer de remettre la main sur des documents. Tous les documents vont être au même endroit. Et si jamais vous décidez de léguer votre terre ou bien de vendre votre terre, ça va être facile pour vous de regrouper tous les documents que vous voulez transmettre au nouveau propriétaire. Donc, voici à quoi ressemble l'application qu'on développe. Là, c'est vraiment juste un survol rapide que j'ai fait. Il existe beaucoup d'autres fonctionnalités, mais sachez que ça, c'est un outil qu'on a développé. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on réfléchit à développer ça et qu'on travaille à le développer. On a investi beaucoup d'argent là-dedans. On est très heureux du résultat jusqu'à présent. On est très heureux du travail qu'on fait avec plusieurs collaborateurs. Puis, on est très heureux d'offrir ce service-là 100% gratuitement à vous tous dès le printemps prochain. Donc, maintenant, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais peut-être y aller rapidement. Donc, M. Jean-Pierre Quentin avait la question, ça va être quoi le coût de l'application unique mensuelle? Je pense que vous venez d'y répondre en mentionnant que c'est quelque chose qui va être fourni gratuitement. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Madame Bergeron-Pinard, c'est un bon commentaire. Au niveau de l'inscription, je pense que c'est en référant au menu déroulant. Je ne sais pas si on a vu tout le menu déroulant où il y avait municipalité, MRC, particulier, tout ça. Elle mentionne que ça peut peut-être être bien de mettre entreprise familiale ou société en nom collectif. Ça, je vais vous laisser ça à votre discrétion parce que c'est ce type d'inscription-là qui pourrait être utile dans son cas et dans le cas d'autres producteurs aussi. Oui, tout à fait. Une autre question de Mme Bergeron-Pinard, je ne suis pas certain de la comprendre, mais peut-être que vous allez mieux la comprendre. Est-ce qu'un entrepreneur forestier peut avoir un accès direct à ces informations-là ou est-ce que c'est le producteur qui doit les extraire et les transférer? Il y a un accès direct. Donc, tout le travail qu'il y avait de télécharger la donnée, de la traiter puis de la diffuser sur l'application pour toutes les terres à bois au Québec, ce travail-là a été fait par Foreur au cours de la dernière année. Donc, le propriétaire forestier ou le producteur forestier, dès qu'il s'inscrit, donc dès qu'il inscrit un de ses lots sur l'application, il a accès à toute l'information. Il n'a pas besoin de rien téléverser. OK. Donc, Mme Bergeron-Pinard, juste nous dire si ça répond à votre question. Maintenant, les micros. Oui, excellent. Donc, maintenant, les micros. Excuse-moi, David, je pense que c'est plus ou moins que ma réponse. Plus ou moins? OK, ben allez-y. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être préciser votre question. OK. Ce que je veux savoir, c'est qu'on travaille souvent en équipe avec un entrepreneur forestier. Le travail se fait en équipe. On peut être 5-6 gars dans un chantier. Est-ce que l'opérateur de la machine, de la bûcheuse peut avoir accès à une belle carte détaillée de ce qui peut être bûché, qu'est-ce qui doit être protégé? Et rapidement, ou si je dois les extraire, les mettre sur papier, puis les donner à l'entrepreneur qui travaille avec moi. Excellente question. On travaille déjà, Foreur, sur développer une application mobile. OK. Développer une application mobile qui va permettre à tous les intervenants du secteur forestier, que ce soit le propriétaire qui marche sa terre, que ce soit l'opérateur, que ce soit le conseiller forestier. Donc, n'importe qui travaille sur votre lot va avoir une application mobile qui va lui permettre de se situer sur votre lot selon la carte qu'il a choisie. Donc, il va pouvoir passer d'une carte à une autre. Il va pouvoir avoir une carte des milieux protégés, par exemple, et savoir où est-ce qu'il est à tout moment par rapport au milieu humide qu'on retrouve sur la propriété. Donc, tout ça, là, on travaille à développer ça, puis on veut le rendre également disponible au cours de l'année 2026. OK, merci. Merci beaucoup pour votre réponse, M. Métivier. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation en général, l'application, la disponibilité? Donc, j'essaie de voir s'il y a des mains qui se lèvent.
Oui, M. Paul Roy, je vous donne la parole. Ça va mieux avec un micro réactivé, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bon, de ce que je vois de l'application, là, c'est une espèce d'inventaire qui permet aux propriétaires d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe sur le terrain. Moi, je fais affaire avec un conseiller forestier qui est une coopérative forestière. L'application ne cherche pas à se substituer au conseiller. Là. Je vois que ça peut donner une bonne idée. On parle d'initiative, mais je veux dire, en tant que tel, moi, j'ai déjà un plan. À part créer un inventaire pour d'éventuelles initiatives comme le plan, comme le projet Amiral, ça ne m'apporte pas beaucoup plus que ça. Ouais. En fait, l'application M. Roy pour des propriétaires qui sont déjà beaucoup engagés dans l'aménagement de leur territoire, ce qu'on présente à court terme, qui va être disponible à compter du printemps prochain, ne va pas vous apporter grand-chose, outre le fait de pouvoir voir les initiatives qui sont disponibles et admissibles, dont votre lot est admissible. Fait que ça, c'est quand même le fun d'avoir une idée de qu'est-ce qui pourrait vous permettre de générer des revenus là, autres que la coupe de bois. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes 163 000 propriétaires forestiers au Québec, puis il y en a 40-45 000 qui sont engagés dans l'aménagement de leur territoire. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mobiliser les propriétaires, surtout, qui n'aménagent pas déjà leur territoire. Et pourquoi c'est important de les mobiliser, ces propriétaires-là? C'est que plus vous allez être de propriétaires forestiers engagés dans l'aménagement des forêts privées, plus votre pouvoir de négociation auprès du gouvernement pour obtenir des aides sylvicoles, etc., va être grand. Et donc, on a un travail de société de faire en sorte que les forêts privées, qu'elles vous appartiennent ou non, soient aménagées de manière durable. Puis l'application, bien là, on a mis les bases, les fondements, les fondations pour faciliter ça, puis atteindre cet objectif-là. Puis au fil des mois, au fil des années, on va ajouter des fonctionnalités qui vont vous permettre de renseigner, donc de sensibiliser les propriétaires engagés comme des propriétaires qui ne sont pas engagés, puis ensuite d'inciter à passer à l'action pour laisser aux générations futures une forêt québécoise qui est en santé. Je pense que ce qui est bien de votre application aussi, là, c'est le fait d'être capable de sélectionner ces lots puis de les voir, comme vous dites, dans un endroit intégré comme ça dans la présentation. Donc, c'est quelque chose même pour des gens qui ont des exploitations plus complexes, d'être capable d'avoir ces choses-là en ligne, puis d'être capable d'y avoir accès aussi. Là, ça, je pense que c'est un plus. Donc, il peut inciter les gens à s'inscrire aussi, là, qui demandent des crédits ou non, ou quoi que ce soit. Là. Donc, ça, c'est une façon de voir, d'avoir visuellement aussi sur l'application ces éléments-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est une force aussi de votre projet. Monsieur Roy, est-ce que vous aviez une autre question? Non, ça répond bien. Là. Je vois un peu l'objectif de Forêt de créer un inventaire pour éventuellement mobiliser sur une autre forme ou d'autres formes de projets. C'est correct, c'est louable pour eux. Puis, écoutez, l'application, ben, même si elle ne me rejoint pas nécessairement dans tous les sens, probablement que je vais quand même me faire un plaisir de l'essayer. Peut-être juste une petite précision, M. Roy. Nous, Forêt, on ne produit pas l'inventaire. Donc, il ne faut pas confondre ce que j'ai présenté au début de la conférence. Pour le projet Amiral, on fait des inventaires avec nos drones, vraiment des inventaires précis pour les plantations résineuses qui sont admissibles au projet, mais non pas pour des lots au complet. On n'est pas capable, avec notre technologie, de faire des inventaires avec nos drones pour un lot au complet de forêt naturelle. Et je ne pense pas qu'on va être capable avant encore plusieurs années. Donc, Forêt, nous, on ne crée pas d'inventaire. Ce que vous voyez là en ce moment sur l'écran, c'est un inventaire qui a été réalisé par le ministère des Ressources naturelles et des forêts. Donc, le ministère... Quand j'emploie le terme inventaire, c'est plus un inventaire de producteurs potentiels. C'était pas à propos d'un inventaire forestier d'un lot spécifique. Okay. Fait que juste pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, nous, c'est très important, Forêt, on est des ingénieurs forestiers. On veut offrir un outil aux propriétaires qui ne vient pas substituer le travail qui est fait par les conseillers forestiers. Donc, ce sont nos confrères, nos consoeurs. Ils font un excellent travail, puis on veut même les aider à simplifier le travail de sensibilisation qu'ils ont à faire auprès des propriétaires forestiers qui ne sont pas déjà engagés. Il y a un commentaire aussi qui parle de Géofolia dans le domaine de l'agriculture.
qui semble être un logiciel qui peut ressembler aussi, là, mais dans ce cas-ci, c'est sûr que c'est pour la forêt. Donc, je ne sais pas, M. Métivier, si c'est quelque chose auquel vous avez eu recours ou que vous connaissez. Donc, c'est Mme Bergeron-Pinard là, qui fait simplement ce commentaire-là pour le bénéfice des gens qui sont présents ce soir. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations, d'autres commentaires par rapport, encore une fois, à la présentation générale et plus particulièrement à l'application et à son développement? Ce côté, est-ce qu'il y a des questions de votre part? Est-ce qu'il y a des questions que vous avez reçues de... Non? OK. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Je ne sais pas, M. Métivier, peut-être qu'avant de passer la parole à M. André Roy, là, je vous laisserai peut-être conclure sur cette présentation-là quelques minutes. Et puis après ça, on va conclure l'événement de ce soir. Peut-être juste ce qu'il faut retenir de la conférence de ce soir. Le projet Amiral a grandement cheminé au cours des 2 dernières années. On a fait un gros projet de démonstration. On a investi beaucoup de ressources, tant financières que humaines, pour sa réalisation. En ce moment, on fait face à des vents contraires. Donc, on demande au ministère de l'Environnement de venir alléger son règlement pour permettre qu'on puisse déployer notre projet là, à l'échelle du Québec. Donc, on a déposé un mémoire au cours du dernier mois, puis on discute avec eux là, dans cette démarche-là. Donc, ça, c'est à retenir. Ça demeure un super de beau projet. Il y a des belles technologies qui ont été développées pour diminuer les coûts d'implantation. L'une d'entre elles, c'est une application web qui va être disponible gratuitement à tous les propriétaires forestiers dès le printemps 2026. Donc, via cette application-là que je viens de vous présenter, vous allez pouvoir inscrire votre plantation si elle est admissible. Et du même fait, il y a plusieurs personnes qui m'appellent lorsque je donne des conférences pour savoir si leur plantation est admissible ou non au projet Amiral. Eh bien, je vous le dis tout de suite, soyez patient. Au printemps 2026, vous allez avoir l'opportunité d'aller valider vous-même, sans parler à quiconque, si votre plantation est admissible au projet Amiral ou non. Si elle l'est, eh bien, je vous invite là, à vous enregistrer puisque notre proposition de valeur, elle est géniale pour un propriétaire forestier. Donc, je termine là-dessus, David. Merci à vous tous de votre participation à la conférence ce soir. C'est toujours très apprécié d'avoir du monde à l'écoute. Puis, si jamais vous avez quelques questions, n'hésitez pas, foraire.ca. Vous allez tomber sur le site Internet, puis vous allez retrouver le numéro de téléphone de mon organisation, mon adresse courriel également. Donc, écrivez-moi, appelez-moi. Je me rends toujours disponible pour tous les propriétaires forestiers qui veulent avoir des réponses concrètes à leurs questions. Merci. Monsieur Métivier, je vous remercie beaucoup. Et sans plus tarder, je vais repasser la parole à votre président, M. André Roy. Donc, M. Roy, à vous la parole. Merci, David. Merci, William. Tu es devenu un conférencier aguerri. Tu as toujours été bon, mais je t'ai trouvé encore meilleur ce soir. Et j'espère qu'au ministère de l'Environnement, ils vont finir par comprendre que c'est pas sain d'exporter nos capitaux, c'est-à-dire ce qu'on pourrait aller chercher, de le garder au Québec, là. Tu sais, c'est 90 millions de dollars qu'on envoie en Californie chaque année pour compenser nos émissions, en tout cas, certaines entreprises pour compenser leurs émissions de carbone. Ce serait logique qu'on en garde une partie chez nous, puis qu'on en fasse profiter nos propriétaires forestiers. Et j'espère qu'à un moment donné, on va profiter de la prochaine année, là, c'est une année électorale, la prochaine année, là. Ben, s'il faut convaincre les principaux candidats qu'il faut que ça bouge dans ce sens-là, ben, on va s'en mêler, puis on va essayer d'aller chercher notre dû là-dedans. Et donc, moi, je trouve tout à fait anormal qu'on ne soit pas capable de profiter de la manne qui se présente, puis qu'on en profite parce que c'est purement de l'exportation de capitaux, alors qu'on devrait bénéficier de ces fonds-là. Pour le reste, ben, je remercie les gens qui ont participé, qui ont entendu cette conférence tout au long de la soirée. Je les convie à nos assemblées de secteur et à nos assemblées générales du printemps. Et je vous dis syndicalement vôtre, participez. Le syndicat est là pour vous. C'est votre syndicat et occupez-vous de vos affaires. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Puis justement, moi, mon mot de conclusion, c'est de dire c'est votre événement, c'est votre rencontre à vous. Merci beaucoup aux participants. Donc,
On m'indique peut-être une ultime question là, de la part de M. Robert Couture. Je ne sais pas, M. Couture, si vous êtes encore là ou si vous avez une question de votre côté. Autrement, je vais rapidement conclure. Donc, peut-être, M. Couture, je vais vous donner là, quelques secondes là, si vous avez une intervention. Oui, moi, j'aimerais savoir, 1 hectare, mettons, à partir de 92, ça pourrait rapporter combien? Cela allait à aujourd'hui, en moyenne, je ne sais pas, c'est-tu 20 piastres par année ou 10 piastres par année ou par hectare? Oui, donc par hectare, 1 hectare, là, pour une plantation qui a 30 ans, c'est 92, on est en 2025, elle a 30, 33 ans, ça va donner aux alentours de 300 $ l'hectare, dès le premier chèque. Ça, c'est la première année, mais le chèque est toujours plus gros la première année, pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt. Ensuite de ça, annuellement, 1 hectare va vous permettre de générer environ 80-90 $ l'hectare. OK, merci. Plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, au nom du syndicat, merci beaucoup. Merci beaucoup aux gens du syndicat pour la belle organisation de ce soir. Merci beaucoup pour votre participation. Honnêtement, il y a eu pas mal de questions. Je pense que M. Métivier, c'est une belle présentation dynamique. C'était une bonne idée de la couper en deux, d'avoir des questions après la première partie, puis après la deuxième partie. Je pense que c'était très intéressant. J'ai moi-même appris plusieurs choses ce soir. Écoutez, ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Donc, David Boudoil-Lefebvre, bien agréable de participer à vos soirées et vos conférences. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc, je tiens à remercier le syndicat, M. Métivier, tous les participants, toutes les participantes. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et puis une bonne fin de mois de novembre. Merci. Au revoir. Merci. Oui, merci beaucoup, William. Bien apprécié. Merci, William. Il y a quelqu'un qui a demandé, par exemple, si la présentation elle pourrait être disponible. La présentation pas juste, pas juste sur notre plateforme YouTube, là, si la personne peut avoir format papier. Malheureusement, envoyé par courriel. Non, ça, malheureusement, Non, je ne serai pas disponible des présentations, mais celle-ci était enregistrée. Donc, elle va être disponible sur YouTube. OK, parfait, c'est bon. Merci. Puis c'est pas parce que je veux cacher quoi que ce soit. La raison, c'est l'image de marque. Donc, en ce moment, le processus de protection d'image de marque, puis nos logos seraient disponibles si je partage la présentation PowerPoint. Non, il n'y a pas de trouble. De toute façon, c'est ça, à partir de lundi, elle va être disponible sur notre chaîne YouTube, là, fait que les gens vont pouvoir regarder à nouveau la présentation. Parfait. Donc, à mon tour de te remercier, Isabelle, pour ça fait plaisir d'avoir préparé ça. Merci, David, pour l'animation. Merci, Olivier, pour l'invitation. Toujours très apprécié de venir présenter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une autre conférence dans 2 ans, je vais être fidèle au poste. Excellent. Parfait. Merci à toi. Allez, merci, bonne soirée. Bye bye. Bye bye.